La dernière nuit de Malik Rowe. Ils veulent le tuer à l'aube. Dans 6 heures, une aiguille percera la peau de Malik Rowe. Le produit glissera dans ses veines, silencieux, fatal. Officiellement, ce sera une exécution. Mais en réalité, une erreur judiciaire. Un sacrifice humain sur l'autel d'une vérité jamais vérifiée. Attaché à un lit de fer dans l'aile haute sécurité de Stonewall Penitentiary, Malik ne dort pas. Il ne le peut pas. Chaque battement de son cœur hurle l'injustice. Chaque souffle est un cri étouffé. Il n'a jamais tué personne, mais personne n'a voulu l'entendre. Il se remémore le procès, l'arrogance des avocats, les preuves incontestables montées de toutes pièces, les regards du jury, glacés, déjà convaincus. On l'avait désigné coupable avant même qu'il ne parle. Le meurtre d'un magnat de l'immobilier influent, Kelland Witt, devait avoir un responsable. Et lui, simple agent de sécurité sans réseau, sans fortune, faisait un coupable idéal. 5 années d'isolement, de refus d'appel, de demandes ignorées. 5 années à crier son innocence dans le vide. Mais dans cette nuit funèbre, Malik n'a demandé qu'une chose, revoir Atlas, son chien, son frère d'âme. Un berger belge, loyal jusqu'au bout des griffes, qu'il avait recueilli et formé bien avant que sa vie ne s'effondre. Atlas, c'est tout ce qu'il lui reste. Et peut-être tout ce qui lui a permis de tenir. Contre toute attente, la directrice du pénitencier Victoria Reyes a accepté. Une femme austère mais juste, qui, malgré le poids du protocole, n'a pas pu ignorer ce dernier vœu. Alors ce soir, Hélène Varro, l'ex-compagne de Malik et gardienne d'Atlas depuis son arrestation, passe les grilles de la prison avec le chien à ses côtés. Quand Atlas entre dans la cellule, l'émotion est brutale. Le chien bondit, hurle, pleure, tourne en rond comme s'il retrouvait un frère perdu depuis des siècles. Malik tombe à genoux, les bras ouverts, les larmes noyant son visage. Il enfouit sa tête contre le pelage d'Atlas et murmure entre deux sanglots « Je suis désolé, mon vieux, je t'ai pas abandonné. » À cet instant, même les surveillants détournent les yeux. Mais alors que la cellule semble suspendue hors du temps, une autre scène, dehors, prend feu. Un homme, silhouette brisée par les remords, roule à travers la nuit. C'est le lieutenant Emery Kravitz, l'enquêteur principal du dossier Rowe. Celui qui l'a mené à l'échafaud avec des certitudes et des aveuglements. Depuis des mois, quelque chose le ronge. Des incohérences, des pièces manquantes, des rapports falsifiés, et un nom revenu comme un écho, Roy Stramer. Un nettoyeur, un homme de main au service des puissants. Kravitz sait que le temps presse. Alors il fait ce qu'il n'a jamais osé faire jusqu'ici. Il brise la chaîne. Il contacte une hackeuse spécialisée en cryptographie financière. En quelques heures, ils exhument des fichiers enterrés sous des couches de pare-feu, paiements occultes, identités masquées, déplacements secrets. Et là, l'impensable surgit. Roy Stramer était bien sur les lieux du meurtre. Des traces digitales, des transferts d'argent et surtout un second rapport balistique totalement ignoré par la justice. Celui qui prouve que Malik n'a jamais tiré la balle fatale. La bombe est prête. Mais il est déjà 7h43. L'exécution est programmée pour 9h. Hélène, alertée par Kravitz, fonce au bureau de la directrice avec le dossier imprimé. Kravitz contacte le gouverneur. Ils savent qu'il joue chaque seconde. 8h51. Un fax tombe sur le bureau de Reyes. Un sursis de 48 heures. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. 48 heures pour détruire un mensonge. 8h58. Les aiguilles du compte à rebours se sont figées. Le couloir de la mort est resté silencieux. Mais cette pause n'est pas la fin. C'est juste une respiration avant la tempête. Dans le bureau glacial de la directrice Reyes, les regards s'échangent, lourds de tension. Elle lit le fax une seconde fois. Sursis temporaire, 48 heures. Pas une grâce, juste un sursis. Une ouverture minuscule qui pourrait refermer aussi vite qu'elle s'est entr'ouverte. Hélène serre les poings. À ses côtés, Atlas gémit doucement, comme s'il sentait que le combat venait à peine de commencer. Kravitz, lui, n'a pas dormi depuis 2 jours. Son visage est ravagé, sa chemise froissée, mais son regard est clair. Pour la première fois depuis 5 ans, il a un objectif, réparer ce qu'il a détruit, et il n'a que 2 jours pour y parvenir. Il monte un camp improvisé dans un bureau désaffecté de la prison. Hélène, Kravitz, la hackeuse, qui se fait appeler Nova,
et un jeune avocat militant, Jules Aragon, qui a sauté dans le premier train pour Stonewall dès qu'il a reçu les pièces du dossier. Un quatuor improbable, soudé par une seule idée. La vérité doit sortir. Maintenant. Nova creuse plus loin. Les transferts bancaires liés à Weistramer mènent à une holding opaque enregistrée au Panama. Derrière, un nom inattendu, Marlon Greaves, bras droit du défunt Kellan Druitt, un homme puissant, discret et prêt à tout pour conserver ce qu'il a hérité. Pendant ce temps, Malik, toujours enfermé, n'a pas été informé du sursis. Reis a pris cette décision pour éviter un ascenseur émotionnel cruel. Il croit encore que l'injection approche, qu'il est dans ses dernières heures. Et pourtant, il ne pleure plus. Il ne supplie plus. Il parle à Atlas, calmement, lui racontant leurs balades, les soirs d'orage, les parties de frisbee, comme pour s'enfuir une dernière fois dans un souvenir propre. Et soudain, quelque chose change. À 11h47, Reyes entre dans sa cellule. Seule, sans garde. Elle s'assied face à lui. « Malik, la procédure est suspendue. Tu ne vas pas mourir aujourd'hui. » Il ne répond pas tout de suite. Son regard reste fixe, comme s'il ne comprenait pas, comme si ces mots n'avaient plus de sens pour lui. Puis, il ferme les yeux, lentement. Une larme coule sur sa joue. « Est-ce que ça veut dire qu'on commence enfin à écouter ?» Reyes hoche la tête. À cet instant précis, quelque chose se fissure en elle aussi. Elle a vu des centaines de détenus. Elle connaît les manipulateurs, les menteurs, les cyniques. Malik n'est rien de tout cela. Pendant que la lumière revient lentement dans les yeux de l'homme qu'on voulait effacer, le monde extérieur, lui, s'agite. Jules Aragon dépose une requête d'urgence auprès de la Cour d'appel de l'État. Il y joint le rapport balistique oublié, les transactions financières suspectes et surtout la localisation de Weistramer, qui a disparu des radars. Un mandat d'arrêt est lancé. Mais l'ennemi ne dort pas. À Redwood City, Marlon Greaves sent l'étau se resserrer. Il passe un appel. Un homme décroche, voix grave. Problème à Stonewall, fait le ménage, discrètement. À l'autre bout du fil, dans un motel miteux de banlieue. Weistramer regarde son téléphone sonner. Il reconnaît le numéro. Il sait ce que cela signifie. Il n'a plus le choix. S'il parle, il meurt. S'il se tait, Malik Rowe meurt à sa place. Et dans cette tension, une vérité se dessine. Dans cette histoire, la justice ne dépend pas seulement de preuves. Elle dépend du courage de ceux qui osent affronter les ombres. Le prix du silence. Le téléphone continue de vibrer sur la table, mais Weistramer ne décroche pas. Dans la chambre décrépite du motel, l'ancien homme de main se frotte le visage, le regard vide. Cela fait des années qu'il vend son silence au plus offrant. Mais cette fois, il sent que les cartes ont changé. Ce qu'il sait peut libérer un innocent, mais ça peut aussi signer son arrêt de mort. Il ouvre un vieux coffre rouillé, glisse à l'intérieur une clé USB, un vieux revolver et un téléphone satellite. Puis il quitte la chambre sans un mot. Pendant ce temps, à Stonewall, la tension monte d'un cran. Jules reçoit une réponse de la cour d'appel. Audience en urgence acceptée pour le lendemain matin. 10 heures précises. C'est un exploit. Mais rien n'est gagné. Il faut du concret. Un témoignage, une preuve humaine. Quelqu'un qui regarde un juge droit dans les yeux et dise « Malik Rowe n'a pas tué Kellan Druitt ». Il faut que Tramer parle. Hélène, de son côté, ne quitte plus la prison. Elle dort sur un vieux canapé dans la salle des visiteurs. Elle refuse de laisser Malik seul. Chaque heure, elle entre dans sa cellule. Il ne parle pas toujours. Parfois, elle se contente de lui tenir la main. Elle lui montre des vidéos d'Atlas, jeune, le chien qui saute dans la neige, qui aboie à son reflet, qui ramène les bâtons avec fierté. Malik regarde l'écran comme s'il regardait une vie parallèle. La sienne. Celle qu'on lui a volée. Kravitz, lui, se rend à Redwood City, dans un quartier qu'il n'a pas foulé depuis l'enquête. Il va voir quelqu'un qu'il espérait ne jamais revoir. Carla Byrne, ancienne analyste judiciaire, aujourd'hui reconvertie en consultante privée pour les riches familles de la ville. Carla était là lors du procès. C'est elle qui a enterré le rapport balistique original. Elle le sait, il le sait. Dans un café discret, elle l'attend. « Tu veux que je balance Marlon ?» dit-elle en sirotant son thé. Kravitz reste impassible. « Je veux que tu dises la vérité. » Elle le regarde, ironique. « La vérité, c'est pas gratuit, Kravitz. Et t'as plus assez d'âme à vendre. » Mais Kravitz n'est plus l'homme de jadis. Il n'a rien à perdre. Il tend un dossier sur la table.
À l'intérieur, une copie d'un virement bancaire reçu par Carla 3 jours après l'arrestation de Malik. 500 000 dollars. Carla blanchit. T'as jamais su jouer au poker, Carla. Il se lève. Le vent tourne, soit du bon côté quand il souffle. De retour à Stonewall, un message anonyme arrive dans la boîte mail sécurisée de Nova. Objet, je veux parler. Signé, RT. Elle n'attend pas. Elle répond. Il s'organise pour une rencontre en lieu neutre, une station-service désaffectée sur la route 5. Le lendemain, 4h38 du matin, Kravitz, Jules et Nova s'y rendent. Et là, sous la lumière blafarde d'un vieux lampadaire, un homme les attend. Manteau long, regard tendu, mains dans les poches. Royce Tramer, il les fixe longuement. Puis sort la clé USB de sa poche. Tout est là, contrat, commanditaire, preuve du montage et l'enregistrement, celui où Marlon explique comment faire tomber un bouc émissaire. Jules tend la main, Royce la garde un instant, hésitant. Puis il ajoute, presque en murmurant, « Mais j'ai une condition, si je parle, vous me protégez, jusqu'au bout. » Kravitz répond sans détour, « Si tu parles, on fait tomber le système. Tu ne seras pas le seul à fuir les balles. » Royce tend la clé. La décision est prise. Les monstres sortent de l'ombre. Le fichier audio débute par un rire, gras, dégueulasse, sûr de lui. Puis une voix. « Trouve-moi un type propre, sans réseau. Quelqu'un qu'on peut brûler sans que personne le remarque. Tu veux pas un meurtre, tu veux une histoire. Et une histoire, ça se construit. » Marlon Greaves en personne. Assis dans la salle d'audience provisoire de Stonewall, Jules écoute l'enregistrement en serrant les mâchoires. Nova a passé la nuit à en extraire les métadonnées, vérifier la date, la source, la validité. C'est authentique, inattaquable. À 10h02, l'audience démarre. Le juge Lancaster est un homme rigide, inexpressif. Il a connu trop d'affaires pour se laisser troubler. Mais quand Jules transmet la clé USB, le ton change. Il ordonne une suspension immédiate de la peine de mort pour Malik Rowe. La salle retient son souffle. Puis vient la claque. Le juge exige la comparution de Marlon Greaves sous 72 heures, officiellement. Et là, tout bascule. À Redwood City, Greaves reçoit la convocation comme une gifle. Il déchire la lettre, prend son téléphone. Ils veulent une guerre? Très bien, je vais leur en donner une. Le soir même, Royce Tramer est agressé dans sa planque. 2 hommes cagoulés tentent de forcer la porte. Il s'en sort de justesse grâce au revolver qu'il avait gardé, mais il est blessé, l'épaule en sang. Kravitz le conduit dans une clinique clandestine. Pendant ce temps, Malik commence à comprendre. Ce n'est plus un combat pour survivre, c'est une bataille pour la vérité. Et cette vérité, il la porte en lui, malgré les cicatrices. Dans un moment rare, seul avec Hélène et Atlas, il craque, il s'effondre. J'ai tenu 5 ans parce que j'avais encore l'image de toi, de lui. Mais j'ai peur qu'une partie de moi soit déjà morte là-dedans. Hélène lui prend la main ferme. Alors on va aller la chercher, ensemble, et la ramener. Mais dehors, la riposte s'organise. Nova découvre que son ordinateur a été piraté. Les serveurs qui contiennent les preuves ont été effacés. Tous les backups détruits. Il ne reste que la clé USB et Royce Tramer. S'il meurt, le dossier s'effondre. Alors ils prennent une décision radicale. Ils vont présenter Royce publiquement, l'exposer. Le protéger, non pas dans l'ombre, mais sous les projecteurs. Le forcer à témoigner en direct devant les caméras. Il contacte une journaliste de terrain, indépendante, connue pour ses reportages sur les erreurs judiciaires. Alia Mendes. Elle accepte. Elle veut filmer l'interview dès le lendemain. Mais dans les coulisses, Marlon Greaves a déjà donné l'ordre. Un homme en costume entre dans une pièce isolée. Il y a des écrans partout. Sur l'un d'eux, la photo de Royce Tramer. Il doit disparaître, avant demain matin. Et pendant que la nuit tombe, dans un coin d'Amérique où la justice a toujours eu un prix, un compte à rebours recommence. Mais cette fois, ce n'est plus Malik Rowe qui est visé. C'est la vérité elle-même. L'aube n'est pas encore levée. Dans une grange isolée, transformée en lieu de tournage improvisé, les projecteurs éclairent le visage blafard de Royce Tramer. Il tremble, pas de peur, de fatigue, d'angoisse, et peut-être aussi d'un début de rédemption. Alia Mendel lance l'enregistrement. Micro ouvert, caméra active, une seule prise, pas de retour possible. Royce parle, il raconte tout, les réunions secrètes, les paiements en liquide, les ordres venus d'en haut. Il explique comment Marlon Greaves a désigné Malik Rowe comme bouc émissaire.
comment les preuves ont été fabriquées, comment les témoins ont été achetés, comment on a effacé tout ce qui pouvait innocenter Malik. Et surtout, il raconte ce que Marlon lui a dit le jour où Calendreet a été exécuté d'une balle dans la nuque. On n'a pas besoin de vérité, juste un récit qui tient devant les caméras. Quand l'interview se termine, Alia coupe. Les images sont sauvegardées sur 3 serveurs sécurisés. Elle les diffuse aussitôt sur son réseau indépendant. En moins d'1 heure, la vidéo explose. Partagée, commentée, débattue. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les chaînes d'infos reprennent le sujet et pour la première fois en 5 ans, le nom de Malik Rowe est prononcé autrement qu'avec N. Mais l'ennemi n'a pas dit son dernier mot. À 4h17 du matin, 2 véhicules banalisés foncent vers la grange. Nova, qui surveille les fréquences de la police, intercepte un signal crypté. Opération d'effacement, zone Z17. Code noir. Ce n'est pas la police. Ce sont des hommes de Greaves. Jules hurle à Royce de courir. Il fuit à travers les champs, dans le froid, pendant que les phares des SUV crèvent l'obscurité. Des coups de feu éclatent. Royce tombe. Touché à la jambe. Kravitz fait feu, couvre leur fuite. Il hurle à Jules d'emmener Royce pendant qu'il les retient. Il sait que c'est peut-être un aller simple. Mais à ce moment précis, un hurlement fend la nuit. Atlas. Le chien, resté à distance dans la voiture avec Hélène, s'est échappé. Il fonce vers les assaillants, féroce, incontrôlable. Il bondit sur l'un d'eux, déchiquette son bras. L'autre recule, surpris. Ça suffit à faire gagner quelques secondes, juste assez pour que Nova déclenche une balise d'urgence. Des patrouilles locales, alertées par Alia, convergent vers la grange. Les véhicules noirs fuient. Royce est vivant, mais à peine. Le matin, Stonewall s'éveille sous le choc. Partout, les images de Royce défilent. Les aveux, les détails, les preuves. Et au milieu de tout ça, une demande formelle d'annulation de condamnation vient d'être déposée devant la Cour fédérale. Le juge Lancaster convoque une session exceptionnelle. Et cette fois, Marlon Greaves est sommé de comparaître. Il ne peut plus fuir. Mais Malik, lui, n'est pas encore libre. Il attend, les yeux rivés sur la radio de sa cellule. Puis vient la voix de Jules en direct sur les ondes. Le système a voulu broyer Malik Rowe. Il a échoué. Parce que cette fois, quelqu'un a parlé, quelqu'un a résisté. Et parce que malgré tout, il y avait encore des gens pour croire que la vérité mérite d'être sauvée. Dans la salle d'audience de Redwood, l'atmosphère est glaciale. Tous les regards sont tournés vers un homme qui n'a jamais connu l'échec. Marlon Greaves. Cravate rouge sang, visage impassible, il entre escorté mais pas menotté, pas encore. En face de lui, le juge Lancaster, droit, inflexible. Et Malik Rowe, assis à quelques mètres, silencieux, présent. Libre de corps, pas encore d'âme. L'audience débute, le procureur lit les transcriptions, on diffuse la vidéo de Royce Tramer, les preuves affluent, fuite bancaire, témoignages, larmes. Greaves nie, puis attaque, puis vacille. Sous la pression, il cède. Il finit par demander une suspension, puis un accord. Trop tard. Le juge refuse. Les menottes claquent sur ses poignets à 16h43. L'homme qui se croyait intouchable est emporté sans un mot. Mais la victoire n'efface pas les blessures. Quelques jours plus tard, Malik sort définitivement de Stonewall. La Cour vient de casser la condamnation. Le dossier est classé comme erreur judiciaire majeure. Il marche lentement. Le soleil l'aveugle. L'air libre lui semble trop vaste, trop réel. Et puis, une voix. Malik, Hélène. Elle est là. Elle a vieilli, changé. Mais elle n'a pas bougé d'un centimètre dans son regard. Elle lui tend la main. Il hésite, puis la prend. Atlas les rejoint, bondissant, aboyant comme s'il reconnaissait son maître pour la première fois depuis toujours. Malik tombe à genoux, éclate en sanglots, ses doigts enfouis dans la fourrure du chien. Ce moment, ce n'est pas une victoire, c'est une renaissance. Épilogue. Ce qu'on ne voit pas après les flashs. Malik n'a pas cherché à devenir un symbole. Il n'a pas donné d'interview. Pas tout de suite. Il a d'abord réappris à vivre, à marcher sans chaîne, à dormir sans hurler, à sourire sans peur. Il a accepté l'indemnisation de l'État, mais a refusé de disparaître. Il a fondé une association pour les innocents emprisonnés. Il travaille désormais avec d'anciens détenus, des familles brisées, des avocats fatigués mais déterminés. Hélène est restée. Ils reconstruisent, lentement. Atlas a maintenant son propre espace dans leur jardin. Parfois, Malik s'assoit à côté de lui, sans parler, parce que certaines douleurs ne trouvent jamais les mots.
mais elles peuvent être partagées. Et lorsque le vent souffle fort, que les nuits sont trop longues, Malik regarde le ciel. Il ne cherche pas des réponses. Il savoure juste la liberté d'y chercher quelque chose. Parce qu'il est la preuve vivante que l'on peut revenir de l'enfer, pas indemne, mais debout. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous.